Bonsoir à toutes et à tous. Tout cet été, jusqu'au 5 septembre, la Séance Club célèbre les 100 ans de la Warner Bros. Chaque semaine, vous allez découvrir ou redécouvrir un film emblématique de l'histoire du studio et de l'histoire du cinéma plus généralement. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou revoir Le Chanteur de Jazz, un film sorti en 1927. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous raconter l'histoire de la fondation du studio Warner Bros. Ce nom, Warner, c'est celui qu'a choisi Benjamin Warner, un émigré polonais, à son arrivée aux États-Unis en 1888. Dès 1902, l'un de ses fils, Sam, devient projectionniste de cinéma. Il projette d'abord des films dans un local commercial à Niles, dans l'Ohio, puis il ouvre une salle de cinéma à Newcastle, dans l'état voisin de la Pennsylvanie. En 1907, après s'être installé dans le domaine de l'exploitation cinématographique, Sam s'associe avec son frère Albert pour explorer un autre secteur, la distribution. Les deux frères montent alors leur agence qui s'occupe de fournir des films dans les cinémas de Pittsburgh et dans tout l'ouest de la Pennsylvanie. En 1911, Sam et Albert sont rejoints par deux autres de leurs frères, Jack et Harry. Ça y est, l'équipe Warner est au complet. Après l'exploitation et la distribution, ils se lancent dans la production de films dans l'état du Missouri, un peu plus au centre des États-Unis. Associés à un autre producteur, les frères Warner produisent leur premier long métrage en 1918, My 4 Years in Germany, adapté des mémoires de James W. Gerard, l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne de 1913 à 1917. Et c'est grâce au succès de ce film que les frères Warner vont finalement débarquer à l'Ouest, plus précisément à Los Angeles en 1919, où ils achètent leur tout premier studio sur Sunset Boulevard. Il faut préciser qu'à l'époque, Hollywood, qui n'était pas encore le symbole mondial du cinéma, était en pleine construction. Le premier studio de cinéma s'est installé dans cette petite ville en 1911, qui est d'ailleurs la même année où la commune de Hollywood fut rattachée à Los Angeles, devenant un quartier de la ville. Ceux qui étaient connus depuis 1916 comme les Warner Brothers changent leur dénomination commerciale et deviennent Warner Bros. En 1923, il y a tout juste un siècle. À l'époque, l'aîné Harry est président, le cadet Albert est trésorier, et les deux plus jeunes, Sam et Jack, restent chargés de la production des films. Au milieu des années 20, les frères Warner vivotent. Il faut dire que leur studio n'a pas l'envergure de la Paramount ou de la MGM. Et finalement, c'est un choix audacieux qui va leur permettre de faire décoller le studio. En 1925, la Warner Bros. S'associe avec l'entreprise Western Electric pour créer Vitaphone, une entreprise destinée à créer des films sonores, et non pas parlants. La nuance est importante. Il faut dire qu'à l'époque, il était considéré comme normal qu'un film soit dépourvu de son synchrone. Pour le dire autrement, la dénomination de cinéma muet n'est donc apparue qu'une fois que le cinéma parlant a existé. L'introduction du son au cinéma est d'abord imaginée, non pas pour donner la parole aux acteurs et actrices, mais pour faire entendre de la musique dans les salles de cinéma. Plus exactement, pour démocratiser la présence de musique, qui existait, vous le savez peut-être, dans certaines salles, grâce aux musiciens qui venaient jouer en direct pendant les projections. En 1926, Vitaphone lança donc son premier programme sonore, composé de numéros chantés et d'un discours de William H. Hayes, président de la Motion Picture Producer and Distributor of America, un homme qui donnera son nom à un célèbre code de censure, mais je vous en reparlerai. Et il se trouve que c'est ce discours qui a poussé un critique du célèbre magazine culturel Variety à dire, dans l'édition du 25 août 1926, que le procédé pourrait être adapté aux acteurs de films, pour leur permettre de prononcer les dialogues et de supprimer ainsi les intertitres. Cette idée paraissait totalement saugrenue à l'époque. Et pourtant, ce critique, qui avait été mis en marge de la rédaction du magazine, avait tout simplement énoncé le futur de l'art cinématographique. Les programmes suivants de Vitaphone comportèrent ainsi, en plus des numéros chantés, des passages parlés, mais jamais de dialogue. C'était surtout des discours ou des monologues. Et il faudra attendre l'année suivante, 1927, pour que le procédé du cinéma sonore arrive enfin dans un long métrage, et il s'agit du Chanteur de Jazz, le film que vous allez voir dans quelques instants. Le Chanteur de Jazz, c'est une adaptation d'une pièce de Broadway créée en 1925, qui restera à tout jamais le premier long métrage sonore de l'histoire du cinéma. En fait, le film ne comporte véritablement qu'une seule séquence parlée. L'année suivante, en 1928, la Warner Bros. Sortit son premier film intégralement parlant, Lights of New York, et décida à la fin de l'année de ne plus produire de films muets. Le virage du parlant était ainsi définitivement amorcé. Et bientôt, celui de la couleur. Mais de ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode.
Vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire de la Warner Bros jusqu'aux années 20 et sur le chanteur de jazz que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.